Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. À nouveau, bienvenue en ce beau vendredi matin à Histoire de succès. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre depuis chez Alexandre Dernière. Déjà, on est triste de 6 émissions qu'on vous a présentées, donc au cours des dernières semaines. Merci à Alain Creton, d'ailleurs, de nous avoir si chaleureusement reçus avec sa belle équipe, d'ailleurs. Et là, on reçoit des gens qui sont très, très intéressants et inspirants. Vous allez apprendre à les connaître. D'abord, je salue Chantal Lachapelle des Berlines Trip à bord. Comment ça va, Chantal? Ça va bien, merci. C'est un beau nom, les Berlines Trip à bord. Vous allez comprendre, chers amis, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on appelle ça comme ça. C'est un nom fort intéressant. Salutations à Marc-André Dion également de Construction MAD. Ça va bien, Marc-André? Ben oui, ça va très bien. Marc-André qui est un homme occupé aussi, tout comme Chantal. Pas mal, hein? Oui. Ça fait des bonnes journées. Vous allez comprendre. Et sans plus tarder, justement, on se retourne vers Chantal, qu'on est allé rencontrer à bord d'une grande berline. Oui. Hein? Un autobus. Un autobus. C'était charmant. On regarde le reportage. Dans un contexte tellement amusant et chaleureux, on rencontre des autobus à l'arrêt et surtout des berlines trip à bord. Fernand et Chantal qui nous reçoivent dans leur univers. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Merci de nous recevoir. Autobus à l'arrêt, on connaît ça. Ça fait combien d'années? Mon père a commencé en 1959. OK. Il nous a emmenés à l'école puis, parce qu'on restait à la campagne. Bon. Puis après ça, la commissaire scolaire lui a offert des circuits. Puis là, ça a décollé. Moi, j'ai commencé en 75 à conduire l'autobus. Puis après ça, en 90, mon père m'a vendu la compagnie. Puis là, ça a grossi. Là. Et là, on prend de l'expansion. Oui. Et cette expansion-là, les années passent vite, on le voit bien, se poursuit avec quelque chose de différent. Oui. Ces dernières années qui s'est ajouté. Il faut raconter comment tout ça est arrivé dans votre vie, avant de parler de ce qu'on fait au quotidien ici. Là. Les berlines, c'est que avant parce qu'on fait le transport des enfants, transport adapté pour les enfants autistes et troubles de comportement, toutes ces enfants-là. Toute catégorie, en fait. Toute catégorie. Et avant ça, ils les transportaient avec une grosse autobus. Okay. Et ils se sont rendus compte que les enfants arrivaient à l'école beaucoup trop stressés, beaucoup désorganisés. Oui, ça prenait beaucoup de temps après ça à les ramener. C'était anxieux. Okay. Donc, ils ont décidé d'enlever les gros autobus et de mettre toutes des petites camionnettes pour mettre chaque enfant avec sa caractéristique dans chacune des camionnettes. Voilà. Donc, on ne retrouvera pas des TSA avec des TC, des troubles de comportement et des autistes ensemble. C'est que des autistes, que des troubles de comportement, que des troubles de langage. On a aussi des malentendants. C'est regroupé selon eux, c'est beaucoup plus calme. Et ça les rend donc plus à l'aise, évidemment. Oui. Déjà, d'avoir à vivre ces pauvres enfants avec des difficultés, oui. Bien, au moins. Ça rassure les enfants et les parents. Bien, j'imagine, hein? Oui, sans l'ombre d'un doute. Et il y a une magie qui s'est installée aussi à travers le temps. Il faut parler de ça parce qu'il faut être psychologue à ces jours, infirmière, à ces heures. Gardienne, oui. Il faut avoir les oreilles grandes ouvertes. Ça doit être assez particulier. Oui. Ça ressemble à quoi une journée type? Parce que là, il y a plusieurs chauffeurs. Chauffeurs. Oui, moi, je suis rendue avec 28 circuits de Berline. Et c'est ça, le matin, ils vont chercher chacun il peut y avoir jusqu'à 5 enfants dans une berline. D'accord. Il peut y en avoir un. Ça dépend, c'est ça. C'est du cas par cas. Oui, et ils vont les chercher à domicile, les apporter à l'école. Après ça, ils vont les rechercher à 2 heures et ils les ramènent à la maison. Quand vous avez pris les rênes d'autobus à l'arrêt, Fernand, est-ce que vous voyez ça éventuellement dans votre champ de vision, de dire on va pouvoir faire quelque chose de plus spécialisé ou c'est venu avec le temps, vraiment? Là? C'est venu, ça fait 2 ans que la commission scolaire a... Bien, ils en parlaient avant, mais ça fait ils ont mis ça sur 2 ans. Puis là, c'est la 2e année là, qu'ils ont rajouté. En tout, à la commission scolaire de Saint-Jérôme, il y a 105 camionnettes qui circulent. Quand même. Puis ça, pour les classes adaptées. Fait que oui, ça l'a touché aux autobus, mais quand même,
c'est deux compagnies qui se complètent bien. On travaille ensemble, puis fait que ça va vraiment bien. Là. On fait une belle équipe. Puis, on a du personnel. Écoute, on est choyé avec. On est choyé avec notre personnel, autant les chauffeurs que dans le bureau. Puis, on n'a pas le temps de tous les entendre, mais je suis certain qu'ils diraient la même chose de vous aussi. Oui. Quand c'est bien mené, vous êtes à l'écoute, vous êtes toujours ici pratiquement. Oui. Alors, et ça fait une différence. Les gens savent que vous êtes présent. On est toujours là. Et même on se déplace dans les écoles. On va les voir dans les écoles. Comme moi, j'ai 11 écoles avec mes berlines. J'essaie de me promener d'une semaine à l'autre, aller les voir sur avant que les enfants embarquent dans les berlines. Aller voir les chauffeurs, comment ça va. Y a des cas spéciaux? J'ai-tu à intervenir sur quelque chose? Avez-vous besoin des trucs? Au quotidien, on est présent. Oui, on est là. Lui, il fait la même chose aussi avec l'école ici du village, avec les chauffeurs d'autobus. Moi, je m'occupe plus des autobus. Bien. Je vais à l'école, je vais rencontrer mes chauffeurs, je vais rencontrer la direction d'école. Puis on a une belle collaboration ensemble. Puis, on est présent, on veut être présent. Mais ça doit être très valorisant pour vous deux quand on regarde ce qui se passe, malgré les heures passées entre les berlines ou dans les berlines. Ça doit être très satisfaisant, très valorisant. Avec les enfants, oui. C'est vraiment spécial parce que c'est sûr que tu prends des autobus qui sont un peu désorganisés et que tu mets de l'énergie, tu y vas, là, les enfants te reconnaissent. Ah, c'est Chantal, on va faire attention. Ah, c'est Fernand. OK, ils veulent pas déplaire. Il y en a que vous voyez tout petits, là, puis qui vont, parce que ça va jusqu'à secondaire 5, vu la réalité rurale. C'est de 4 à 18 ans. Puis, on a de la maternelle 4 ans, puis on a jusqu'à des gens du studio du secondaire 5 là, qui ont 16-17 ans. Puis, des grands-enfants. Oui. Hein, des on essaie beaucoup aussi d'être pas juste dans le négatif, surtout pas dans le négatif, dans le sens qu'on va intervenir pour la sécurité bien souvent. Et quand ça va bien, on retourne pour dire « Hey, la gang, let's go, on va entendre parler de vous autres, ça s'est amélioré, wow, c'est super. » C'est très bien, ça c'est intéressant. Oui, parce qu'il faut que ça se fasse dans le plaisir aussi, ne veut pas, ce transport-là. Il y en a qui sont avec vous aussi depuis plusieurs années. Oui. Et ça, on dit toujours que la rétention d'employés, c'est très, très intéressant. Et puis, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui vont vouloir joindre vos rangs parce qu'il y a des circuits qui vont s'ajouter. Ah oui. Oui, c'est vraiment... Les informateurs m'ont dit ça. Ah, merci. Avec la commission scolaire qu'on salue également. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bravo pour votre succès et longue vie. Merci beaucoup. Merci. Avec Éric et Benoît, bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour, bien. Ça va bien? Oui. Sous un soleil radieux, on va parler de vos carrières tout aussi radieuses. D'abord, Éric, on est passé de l'autobus scolaire à la berline. Oui. Comment ça s'est passé? C'est une adaptation, ça a bien été, oui. OK. Parce qu'on parle d'une clientèle particulière, évidemment. Oui, des autistes, des personnes. Moi, je fais des personnes handicapées aussi. OK. Fait qu'en chaise roulante, il faudrait y adapter. Fait que c'est bien le fun. Ça prend encore un peu plus d'huile de bras, comme on dit, mais de psychologie. Oui, beaucoup. Ça doit être rassurant pour les enfants, mais aussi pour les parents, quelque part. Et ça, je vais vous entendre tous les deux là-dessus. D'abord, Éric. Bien, moi, quand j'ai commencé le circuit, dans le fond, je suis allé rencontrer les parents, là, puis parler avec eux autres, savoir les besoins des enfants. OK. Savoir s'il fallait que les enfants y aient des objets spéciaux, des téléphones, comment que l'enfant se comportait en auto. Puis toujours garder un contact avec le parent. Le soir, quand on arrive, je parle beaucoup avec les parents, avec l'école. Fait que ça se déroule bien. Ça se passe beaucoup, donc, dans le quotidien. Benoît va être d'accord. Et c'est vrai que ça prend une écoute qui n'est pas nécessairement requise ailleurs pour ceux qui font du transport de façon générale. Exact. C'est certain, comme il disait tantôt, ça prend une bonne connexion avec les parents. Toujours être en contact avec eux autres, la journée, comment elle s'est passée. Autant que les parents nous disent comment est-ce que leur enfant a été la nuit même pour aller à l'école, ça aussi, c'est important. Bien, bravo pour vos cheminements respectifs et très similaires maintenant. Bravo. Bien, merci bien. Ça fait Pas de plaisir. suite. Merci beaucoup. Marc-André a sa question maintenant pour Chantal. Pour travailler dans votre domaine, qu'est-ce que ça prend pour être chauffeur de berline ou d'autobus? Pour les berlines, ça prend beaucoup de patience, l'amour des enfants, pas de stress, pas de se mettre un stress énorme, juste de prendre le moment présent avec ses enfants. Parce qu'on s'entend, c'est des enfants avec des besoins spéciaux. C'est juste la patience, puis d'être... regarde, on se gâte, on prend le temps de vivre le moment avec eux autres. Beaucoup d'amour, Beaucoup, de temps présent. De patience et de... Oui. C'est important. Oui.
C'est fort intéressant. Et puis là, cette fois-ci, lui aussi a beaucoup d'amour qu'il met dans son métier, de patience également, Marc-André, puis on se tourne vers lui. On est allé le rencontrer dans un tout autre secteur d'activité, mais qui est on ne peut plus passionnant, et on regarde le reportage. On vient à la rencontre de Marc-André qui nous reçoit. Comment ça va, Marc-André? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. C'est donc bien beau chez vous. Merci beaucoup. Ça a changé. On va parler des origines, d'où on se trouve, parce que c'est une bâtisse du début des années 30. En fait, c'est une bâtisse qui date de 1935. C'était une petite shoebox, là, dans le fond, de travers, on va dire. Mm-hmm. Puis, était devenue avec les années quand même assez en mauvais état. Ouais. Donc, c'était pour nous un beau projet potentiel, là, dans le fond. C'est notre créneau, là, un peu les grosses rénovations, les constructions neuves, les défis de charpente, là, finalement. Un gars de défis. Marc-André aime les défis. Et quand on s'assoit avec l'architecte, j'imagine qu'on fait creuser les méninges de l'architecte de temps en temps parce qu'on dit hey, « on peut-tu faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? » On va parler de toute la passion qui t'anime puis qui t'a amené dans ce domaine-là. Mais pour poursuivre sur la maison ici, donc on est dans le quartier Rosemont, à Montréal. Rue Bélanger, et un quartier qui est assez familial, qui est intéressant, qui a de l'histoire, il y a du vécu dans ce beau quartier-là. Et ce que tu as créé ici est assez unique, et la ville a emboîté le pas assez rapidement, parce que tu n'as pas eu à présenter ton projet 2 ou 3 fois. Dès le premier coup, quelques petits ajustements. En fait, comme on a entendu parler beaucoup dans les journaux, il y avait un moratoire sur les modifications des shoebox. Mm-hmm. Donc, étant donné cette difficulté-là, on s'est dit on va aller plutôt travailler dans le sens qu'est-ce que la ville veut, dans le fond. Oui. Donc, toutes les modifications qui avaient été faites au courant des années, dans le fond, qui respectaient moins un peu l'intégrité de l'époque, on les a enlevés pour justement retourner le plus à l'origine possible. Fait que le type de briques qui était remis comme à l'origine des années 30. La finition des corniches, justement, là, la façon qu'il installait la brique à l'époque, on est allé rechercher les façons typiques de l'époque. Ça, c'est intéressant aussi. Comme quoi, il y a du bon. Puis il y avait des bâtisses très, très solides. Évidemment, celle-ci était due pour être refaite presque à zéro, mais il y avait quand même des techniques intéressantes où transpirent à travers toutes les années les méthodes de l'époque. Et ça, évidemment, la ville doit l'apprécier. Comme bien des municipalités, on se tourne vers ça. Et c'est tant mieux. Et pour toi, c'est une bonne façon aussi de se faire dire oui en bout de ligne. Comme quoi, ça prend un peu d'imagination, mais il faut être ouvert à ce que la ville demande. Là, hein? Exactement. Si on travaille un peu contre eux, ça va être beaucoup plus difficile à amener notre projet à bon terme. Donc, on est allé travailler selon ce qu'ils nous demandaient, puis justement de créer une grosse différence entre ce qui devenait moderne puis ce qui était d'époque. Pour qu'on voit dans la rue l'impression que c'est encore... Le bas est encore une bâtisse d'époque. Voilà. Puis ce qui est ajouté, finalement, est vraiment 2019. Ce qui est important aussi pour toi, et on le voit ici en arrière-plan, c'est la fenestration. Et ça fait toute la différence au monde. Au-delà de mettre des murs blancs, il y a de la lumière, mon ami, qui rentre ici. Et ça, moralement, c'est bon aussi pour les gens qui habitent les lieux. Oui, c'est une belle énergie. En fait, la lumière naturelle. Donc, on est chanceux. L'orientation du bâtiment par rapport au soleil était déjà bien alignée. Donc, c'était de travailler par rapport à ça. Fait que le type d'escalier qu'on a choisi, très ajouré, ajourer le plancher, mettre plus de fenestration en haut à l'étage. Ça joue beaucoup sur l'énergie dans la maison. Et tout est dans le détail. Là, je m'intéresse à Marc-André, plus jeune, parce qu'on dit que souvent, quand on a une passion pour un métier, ça commence très jeune. On voit Marc-André avec ses Legos. Ça a-tu commencé là? Oui, non, mais la passion pour l'architecture et tout ça, finalement, la construction, pour toi, ça s'est détecté assez jeune. Comme vous dites, comme les Legos, ensuite les cabanes dans les arbres. Ah oui, hein? On l'imagine, ça. Avec mes amis. D'ailleurs, je suis chanceux, j'ai un de mes amis de l'enfance qui travaille avec moi aujourd'hui depuis déjà plus de 10 ans. OK, bien. Donc, alentour de lui, on a pu bâtir la compagnie, finalement, parce que ça a été le pivot, celui qui a rentré le premier dans la compagnie. Puis, de fil en aiguille, j'ai de plus en plus d'employés, mais toutes des personnes avec qui qu'on a un certain lien, qu'on se connaît d'une certaine façon. Fait que de plus en plus, on est rendu une dizaine d'employés, mais c'est tous des gens qui se connaissent. Ça a été quoi pour toi, pour l'entreprise, où là, tu as eu vraiment l'impression là, qu'on a, comme dit l'expression, tourné le coin, là, où tu t'es dit, là, ça devient
sérieux. Ça a pris combien de temps à partir du début, du départ? J'ai fait mon cours de charpentier-menuisier à l'école, comme tout le monde après l'école secondaire. Puis j'ai travaillé pour un entrepreneur pendant plusieurs années. Et de fil en aiguille, par les fins de semaine, je faisais des petits jobs pour la famille, des amis. Puis de petits jobs sont devenus de plus en plus grosses. Puis un jour, je me suis décidé à partir à mon compte. Bien. Puis c'est à ce moment-là que Jean-Philippe, dans le fond, m'a demandé si on pouvait travailler ensemble. Puis finalement, depuis ce temps-là, ça ne fait que grossir. C'est extraordinaire. Et c'est bien, parce que le saut pour devenir entrepreneur, c'est pas tout le monde qui va le faire, ce saut-là. Mais quand on a le courage de le faire, souvent on est content, on ne regarde plus en arrière. Hein, on se dit, regarde, là, je suis mon propre patron. Oui. J'avais beaucoup de craintes. Je trouvais ça difficile, justement, de partir à mon compte tout seul, en me disant, on va peut-être manquer d'ouvrage. Justement, d'avoir quelqu'un avec moi, ça me donnait une responsabilité, lui aussi, d'avoir assez de travail pour cette personne-là. Tout à fait. Mais en fin de compte, j'ai jamais manqué de travail. On manque pas de travail. En ce moment, l'économie va bien. Fait que, bien, justement aussi. Mais on est comme certains dans le domaine diront des petits écureuils. Là. On en garde un peu de côté au cas parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais ça va bien, puis ça ne se fait pas sans le travail. Parce que quand tu as des opportunités, il y a aussi beaucoup de joueurs autour. Donc, la façon que tu te démarques avec, évidemment, ton collègue, bien, ça fait en sorte que le succès continue. Puis encore une fois, bravo. Donc là, tu as quelque chose comme 6-7 chantiers en simultané. Exactement. C'est pas rare pour toi, là. C'est pas rare pour l'équipe, là. Non. Avoir plusieurs en même temps. Étant donné que mes employés, c'est tous des menuisiers, bien, on respecte, dans le fond, leur travail, qui font juste la menuiserie. Fait que tout ce qui est autre département, bien, on a plusieurs sous-traitants avec qui on fait toujours affaire. Qui continuent les travaux avec nous autres. Donc, il y a des chantiers qu'en ce moment, c'est de la démolition. D'autres chantiers, c'est des poseurs de gyps puis tireurs de joints. Donc, à ce moment-là, je déplace les menuisiers pour qu'ils travaillent ailleurs. Comme une rotation. C'est ça. Et ça fait travailler beaucoup de monde. Des réalisations comme ici, tu vas en avoir d'autres à l'avenir. Ça doit te rendre particulièrement fier quand tu regardes en quelques mois ce que tu as réussi avec ton équipe à faire ici, là, spécialement. Bien, celle-ci, tout le monde y a mis un peu sa touche. Ma femme a fait beaucoup de choix aussi de décoration. Bien. Puis, c'est un travail, une petite touche de tout le monde. En fin de compte, là, tous les menuisiers, ils mettent leur cœur et leur âme là-dedans. Justement, ils vont remarquer des petits détails importants. Oui. Donc, ce qui fait que ça fonctionne bien aussi, c'est que tous les gars de mon équipe, ils mettent un petit quelque chose, peu importe sur le chantier où est-ce qu'ils sont en ce moment aujourd'hui. Ça, c'est bien. Donc, ça les valorise aussi, puis c'est sincère. On prend des bonnes idées, ces gens-là se sentent impliqués. Bien, sans une bonne équipe, c'est impossible d'en réaliser plusieurs, là, dans le fond. On ne peut pas dire que je ne suis pas la seule personne à travailler dans l'entreprise. Tout le monde fait quelque chose qui fait que ça fonctionne en ce moment. Et ça aussi, c'est le secret. Et ça fait une belle conclusion, Marc-André, le secret d'une réussite en entreprise. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Bravo pour ce beau succès et longue vie également. Ouais, merci. Merci. C'est Chantal qui a une question pour Marc-André cette fois-ci. Est-ce que vous bâtissez des maisons neuves? Oui, en fait, on s'est rencontrés sur un projet de rénovation, une grosse rénovation majeure. Puis on fait beaucoup de projets aussi pour des clients particuliers qui nous amènent leurs plans, qui ont parfois leur terrain ou des fois on les aide à trouver leur terrain. Puis on fait des projets là, à leur image, comme ils aiment leur bâtiment. On fait beaucoup de multilogements aussi. C'est un domaine là, qui roulait déjà bien, mais là, que de plus en plus, il y a du monde qui vont pouvoir avoir une forme de fonds de pension en ayant tout à fait. des revenus locatifs. Fait qu'il y a beaucoup de construction là, sur la Rive-Nord là, qui se fait dans le multilogement. De quoi avoir un agenda bien chargé. Notre troisième invité ne pouvait être avec nous ce matin, mais ne reculant devant rien, on vous présente le reportage qu'on a réalisé. C'était le moment de changer les pneus, puis c'est toujours agréable de venir faire un tour chez Francis. Comment ça va, Francis? Ça va bien? Bonjour, l'utile à l'agréable, ça va bien, merci. JP Monette, ça veut dire quoi, JP Monette? En fait, en 93, l'entreprise a été fondée par mon père, qui était Jean-Paul Monette. 18 ans plus tard, j'ai repris les rênes. Bien. En voulant donner de l'expansion à l'entreprise. On avait seulement que 2 bits de service à l'époque, qu'on peut pas voir ici, là, les 2 GIF. OK. Par la suite, nous, on a agrandi. On a pris l'expansion, on a rentré une nouvelle ligne, autrement dit la réparation de véhicules récréatifs. Oh, ça c'est intéressant, surtout là où on se trouve. Oui, exactement. Qui est la pierre angulaire. Oui, avec les Laurentides et tout, on a beaucoup de terrain de camping. C'est vrai. On avait une forte demande, on les faisait à terre du mieux qu'on pouvait. OK. Par la suite, on a décidé d'investir, on a rajouté 3 bits de service de plus. Et là, c'est parti. Oui, c'est parti. Et ensuite de ça, ben
On a rentré de l'équipement, comme on peut voir là-bas. Ah oui? Oui, c'est vraiment une très, très bonne demande qu'on a. On a des clients hors pair aussi, là, dans la région aussi. Là, c'est vraiment... Bien. Puis une clientèle récurrente, Oui. ça aussi, ça t'amène à Histoire de succès, encore bravo. Puis en même temps, ce sont des gens qui probablement étaient très heureux de savoir que tu augmentais ton offre de service aussi. Oui. Parce qu'il vient à un moment donné, et on voit ça souvent dans les entreprises familiales, où le fils ou la fille prend les guides et dit, bon, ben moi, là, je veux pas juste être le fils ou la fille du propriétaire, anciennement ou actuellement toujours propriétaire. Exact. Je veux être celui ou celle qui va faire la différence, qui va emmener ça ailleurs. Et ça, ben, tu l'as rapidement senti que c'était pour toi valorisant de dire, regarde, j'amène ça ailleurs. Je voulais emmener un nouveau souffle. On voulait refaire justement la salle d'attente, l'air d'attente. On voulait que ce soit chaleureux. Et on voulait oui, que c'est réussi, ça. quand le client rentre, ça sente chez lui. Ben oui. Puis par la suite, avec les baies vitrées, on voulait que ce soit transparent, que le client puisse observer qu'est-ce qui se faisait sur les véhicules, que les techniciens étaient à l'œil, autrement dit, que les clients les avaient à l'œil. Ouais. C'est ce qu'on voulait reproduire. Je pense qu'on a réussi. Évidemment, les clients ne sont pas admis dans les ateliers, mais c'est important quand même de venir chercher le client, lui expliquer qu'est-ce qu'il y a comme problème sur le véhicule. Il y en a souvent, on se fait répondre « Oui, mais tu sais, je connais rien, même si tu m'expliques ça. » Si on explique le fonctionnement, ça le dit, c'est de la mécanique. Ben voilà. Si on a une pièce à changer, on vous la montre. Oui, exactement. Et ça, pour toi, c'est important. Puis j'imagine que du côté paternel, c'était ça aussi. Oui, là. oui. C'est pas quelque chose que non, ça, c'était pas nouveau. Non, c'est garage, ça. n'aurait pas survécu. Exactement. Tout est basé sur l'honnêteté en réalité. Fait que si on reste transparent, voilà. On peut pas... Et les vitres sont propres. On voit tout. Parle-moi de ta passion pour l'automobile, parce que de voir le papa faire un métier, c'est une chose, puis quand on est plus jeune, on veut faire la même chose. Mais à un moment donné, des fois, l'adolescence ou l'âge adulte, on s'en va ailleurs, on bifurque. Exactement. Pour toi, ça s'est passé quand même? C'était naturel moi, en pour fait, toi de suivre les traces? On s'entend, j'ai été élevé là-dedans, dans ce milieu-là. Oui. Je le suivais souvent. Avant qu'il parte l'entreprise ici, en 93, il était 19 ans de temps dans un autre garage. C'est sûr que je le suivais les samedis matins. Non, ça sent le char. C'est ça. Il donnait les clés, il passait la lumière, puis il bouge pas, puis il vide pas. Puis c'est comme ça que ça marchait. Par la suite, à l'adolescence, je suis venu travailler ici pour lui. Bien. Par la suite, j'ai quitté. J'ai été entrepreneur en construction et je suis revenu en 2011. Bien. Je voulais pas laisser aller cette entreprise-là. Je voulais qu'on avait un bon nom, une bonne réputation. D'où le nom Garage Furgonette, un nom, une réputation. C'est vrai? Oui. Fait que on a repris et là, je me suis vraiment investi à 100 J'ai toujours aimé, toujours trippé auto. Oui. Ça aussi, ça te prend ça, une la vieille passion. voiture. C'est sûr que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. C'est souvent du 7 jours sur 7 d'être entrepreneur, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui. Un garage, c'est une chose, mais souvent, je pense qu'il faut revenir sur l'offre de service parce qu'on se dit, est-ce qu'ils font ça, est-ce qu'ils font pas ça? Qu'est-ce qu'on fait ici, Francis, ici, en fait, comme on service? se spécialise sur les freins, direction, suspension, OK. système d'échappement. Évidemment, tout ce qui est récréatif, le côté mécanique, donc aussi freins, direction, suspension. On fait les pneus, les entretiens. Bien. On se concentre vraiment sur tout ce qui est remplacement, mais avec pièces d'origine aussi. OK. Si vous avez des demandes spéciales, on peut le faire. On travaille déjà avec des pièces de première qualité, souvent garanties à vie. Souvent, pièces de direction suspension d'ailleurs qui est garantie à vie. Les pneus première qualité, sinon on est affilié avec des bonnes compagnies qui vont nous fournir en pneus. En bout de ligne, le résultat, ça va être une différence marquée entre le fait de dire, ben oui, on peut vous mettre ça sur ça, versus... non, au contraire, pour votre véhicule, on vous conseille telle ou telle marque. Ça, c'est précieux parce que le résultat doit être aussi en un. Là. Oui, la qualité, justement, c'est sûr que souvent la pièce va être plus dispendieuse, mais vous allez le récupérer en qualité. Tout à fait. En longévité aussi. Si vous allez récupérer, c'est sûr. La qualité de freinage, par exemple, on parle des freins dans l'économique ou dans la première qualité. C'est vraiment important d'expliquer au client le pourquoi qu'on met cette pièce-là. Oui, justement. Peut-être que ça va finir quand même avec soin économique ou une première qualité, mais un coup que c'est vraiment bien expliqué, je pense que souvent le client va opter pour aller avec la première qualité. Ben voilà. Puis il en va aussi de la rétention du client qui est conscient et content, et conscient et content d'être bien fait conseiller. On parlait de transparence, justement, avec les vitres. On voit que les mécanos ne sont pas en train, finalement, de jouer sur leur téléphone et leur tablette, sinon. Mais sérieusement, c'est qu'ils sont contents du résultat et surtout, ben, ils vont référer d'autres gens. Exactement. Non seulement c'est une rétention de clients, mais le mot se passe. Là. C'est le bouche-oreille à partir de là. Oui, c'est vraiment important que la clientèle soit vraiment mise
au courant, puis les gens viennent nous porter le véhicule, c'est plus comme il y a 20 ans. Okay. Ils veulent vraiment être au courant de ce qui s'en vient sur le véhicule. Ils ne veulent pas rester en panne. Ils veulent... On sait qu'un véhicule, c'est pas un investissement. Oui, de là, ça dépérit énormément, très rapidement. Oui. Mais si on l'entretient et qu'on voit à jour et on prévient, vaut mieux prévenir que guérir, c'est exactement la même chose dans les véhicules. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir de ce qu'on entend de la clientèle? Parce que le référencement fait que c'est notre fierté. On se réveille le matin et on dit on est là pour notre cause. Hein? C'est pas juste une business, c'est une cause. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? En fait, c'est que souvent, il y a des clients qui vont arrêter par la suite lorsqu'on a fait une réparation sur leur véhicule. Oui. Puis ils vont venir nous dire que leur véhicule va vraiment bien, ils nous donnent la main, ils nous remercient. Ça fait plaisir, oui, exactement. C'est là qu'on voit qu'en réalité, notre travail est accompli. C'est vrai. Prendre le temps d'arrêter, puis juste prendre le temps souvent d'envoyer un courriel quand ça va bien. Oui, c'est merci, un coup de téléphone, des références aussi. On voit que le monde apprécie notre travail. Bravo, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se prépare pour toi? Parce que j'imagine qu'un gars comme ça qui a de l'ambition, il ne s'arrête pas là. Il y a des choses que tu peux pas dire, j'imagine, mais il y a d'autres plans de match. Dans le plan de match, ça dit il y a d'autres projets. C'est sûr que présentement, on est quand même une bonne équipe. Mon but, c'est pas de devenir immense avec plein de succursales. Je veux me concentrer sur une succursale puis l'amener à fond. Oui, bien répondre aux gens aussi. Exactement. On ne se le cache pas qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre, c'est quand même difficile à trouver. Quand tu as une bonne équipe, on la garde. On a des bons techniciens, on a une bonne réceptionniste qui fait l'accueil de nos clients. Salut! C'est important. En fait, si on a toute la gestion puis le planning va débuter au comptoir. Oui, si on a une erreur qui se produit, soit trop de rendez-vous, pas assez de rendez-vous, ben c'est nous, l'autre côté. Soit on joue aux cartes ou on est dans le jus. Ça coûte cher, les mécanos qui jouent aux cartes. Ça coûte cher pour le boss. Mais sinon, c'est sûr qu'on a des projets qu'on ne peut pas divulguer pour l'instant, mais oui, ça trotte toujours dans la tête. Ça, c'est sûr. On connaît les entrepreneurs puis les vrais. Et évidemment, ben écoute, on va te souhaiter une très bonne suite des choses. Merci beaucoup. On va rappeler aux gens que tu es à Saint-Jérôme, sortie du Grand Héron. Exact. Alors, c'est facile pour les gens du coin, même de l'extérieur, parce que les gens ne sont pas seulement que des gens des Laurentides ou de Saint-Jérôme. On a vraiment des gens de partout. On a du monde qui déménage même à Québec et qui s'arrange pour prendre un rendez-vous ici. Oui, ça vaut la peine. Parce qu'ils ont de la famille près. Fait. Merveilleux. On a l'impression d'être davantage dans un chalet, donc je vais aller mettre une bûche dans le foyer. Puis, je te souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir fait l'histoire de succès. Merci. À une prochaine. Merci. Salutations à l'équipe. Merci. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Ben, c'est déjà tout. Merci de nous suivre de semaine en semaine à Histoire de succès. On ne saurait vous quitter, les amis, sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, Marc-André. Mon site web, c'est constructionmad.ca. Tout simplement. Je dis site web, ça peut être Facebook et c'est le cas de Chantal. Oui, moi, c'est avec Facebook. C'est le Facebook des Berlines Trip à bord. Et on a aussi des autobus à Léry. Bien, merci à vous deux, une fois de plus, d'avoir été invités à Histoire de succès. Et on se retrouve très bientôt. On va continuer de vous suivre. Merci à vous d'avoir été là également, chers amis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.